Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. En Guinée-Bissau, le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la double cérémonie de commémoration du cinquantenaire de l'accession à l'indépendance de la Guinée-Bissau et de la création des forces armées nationales de ce pays. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État étaient présents dans la capitale. On en parle en ouverture de ce journal. Politique de programmation financière, la gestion de la politique économique 23 fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Elle appelle à une utilisation rationnelle des ressources publiques. C'était au cours de la restitution de ces travaux qui ont été présidés par l'Assemblée nationale. On en parle également dans cette édition. Sport football éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde 2026. L'affiche Côte d'Ivoire-Seychelles, c'est ce vendredi au stade de Bimpé. On en parle au cours de cette édition. Merci pour votre attention. Voilà pour l'exposition. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Timoko Méliès Koné, le vice-président, était en Guinée-Bissau. Il représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la double cérémonie de commémoration du cinquantenaire de l'accession à l'indépendance de la Guinée-Bissau et de la création des forces armées nationales de ce pays. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement de Bissau. Notons également que c'est le 24 septembre 1973 que le pays a accédé à l'indépendance. Le 16 novembre de la même année, les forces armées bissau-guinéennes voyaient le jour. Le récit d'Awa Touré. La double cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et des forces armées nationales, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, ont effectué le déplacement. Le peuple bissau-guinéen et son président, le général Umaro Sissoko Embalo, ont décidé de célébrer ces deux moments forts de leur histoire. Dans son allocution, le président Umaro Sissoko Embalo a rendu un vibrant hommage à toutes les personnalités qui ont contribué à l'avènement de l'indépendance du pays, avec une mention spéciale à Amilcar Cabral, héros de la lutte émancipatrice. Après avoir évoqué les péripéties de cette lutte et les différentes évolutions du pays sur la voie du progrès et de la démocratie, le chef de l'État bissau-guinéen a remercié tous les partenaires et organismes internationaux qui ont accompagné et soutenu le pays dans son cheminement. Il a par ailleurs salué les efforts conjugués des dirigeants de l'armée et des forces vives qui ont permis à la Guinée-Bissau de retrouver sa place dans le concert des nations. Un autre temps fort de cette célébration, le défilé des différentes composantes socio-économiques du pays et de l'armée. Au terme de cette double célébration, le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Robert Begrimambé et des membres du gouvernement. Récit de Awa Touré, direction à présent la France, où séjourne le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, en marge de la 23e édition du Salon Millipol sur la sûreté et la sécurité auquel il prend part. Il multiplie les rencontres afin de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France sur la fraude identitaire. Après s'être entretenu avec son homologue français, Vagondo Diomandé a échangé avec des responsables de la structure dénommée Civipol, organisatrice technique du Salon Millipol et spécialisée dans l'établissement de documents fiables sur le plan sécuritaire. Il sollicite d'ailleurs l'expertise française dans l'organisation de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Issa Chonoyeo. Plusieurs rencontres au menu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité venu participer à la 23e édition du Salon Millipol à Paris en France. Vagondo Diomandé échange avec des responsables de la structure Civipol sur recommandation du ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer. On est sur un enjeu extrêmement important pour le ministère de l'Intérieur, mais au-delà pour l'ensemble de la nation ivoirienne, qui est la construction d'un système d'état civil national, consolidé, fiabilisé, qui permet donc à la fois aux citoyens donc d'avoir accès à l'ensemble des droits en fait, qui sont associés donc à leur nationalité donc d'ivoiriens, et aussi aux administrations de pouvoir exercer leurs responsabilités en bénéficiant effectivement de cet outil qui est indispensable au fonctionnement régulier d'un État. Vagondo Diomandé n'hésite pas à solliciter en France pour un appui à l'organisation de la CAN et
du fichier de l'identité en Côte d'Ivoire. L'apport de la France dans le cadre de l'organisation de la CAD 2024, qui est très important. Dans ce cadre-là, spécifiquement, nous avons beaucoup d'exercices avec la police française qui encadre donc la police ivoirienne au maintien de l'ordre et à la gestion des foules lors des grands événements. Dans la même veine, nous avons parlé des questions d'immigration. Il est important que notre partenaire privilégié, que la France, et dont la voix porte au sein de l'Union européenne, comprenne les efforts qui sont faits par la Côte d'Ivoire pour que sa jeunesse se sente bien dans son pays. Et que la Côte d'Ivoire ne soit pas assimilée à un pays où la jeunesse a envie d'aller voir mieux ailleurs. Le ministre Vagondo Diomandé se réjouit déjà des fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France sur la fraude identitaire. Depuis que nous avons mis en place le bureau de lutte contre la fraude documentaire, aujourd'hui nous avons en termes de bilan démantelé 4 réseaux donc de passeurs, de trafiquants d'êtres humains. Nous avons interpellé une centaine de personnes détenteurs de faux papiers. Et chaque jour que Dieu fait, mais en tout cas, ce bureau-là travaille à crédibiliser donc les actions que la Côte d'Ivoire conduit dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. Pour relever tous ces défis, des experts français, au dire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, séjourneront à Abidjan dans les jours à venir, avec pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à réussir la CAN et à lutter efficacement contre la fraude sur l'identité et l'immigration clandestine. Reportage 17, Chonon et Traoré Zakaria depuis la France. Ici en Côte d'Ivoire, devant la Cour des comptes, hier jeudi, Zoro Epiphane Balo, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, la HABG, a effectué sa déclaration de patrimoine, un acte juridique qui contribue à prévenir les détournements des deniers publics, les blanchiments de capitaux et l'enrichissement illicite. Jean-Marc Tchadji. Zoro Epiphane Balo, nouveau président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, dans les murs de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Il rencontre le magistrat hors hiérarchie, Kanvali Diomandé, président de cette institution pour la déclaration de son patrimoine de prise de fonction. Cet acte juridique est un très haut standard d'intégrité et de transparence professionnelle, selon le cadre juridique ivoirien. Que le président de la République, le vice-président de la République, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et les directeurs de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance font leur déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Tous les autres assujettis font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. C'est une mesure préventive contre l'enrichissement illicite. C'est en cela qu'il y a une déclaration de patrimoine de prise de fonction et une déclaration de patrimoine de fin de fonction pour voir la variation qu'il y a eu entre les deux, ces deux moments et s'assurer qu'il n'y a pas eu de situation d'enrichissement illicite. Nous encourageons tous les assujettis à faire leur déclaration de patrimoine. Ne pas faire sa déclaration de patrimoine constitue une infraction passible de poursuite. La déclaration de patrimoine est prescrite par la Constitution en son article 41. Zoro Epiphane Balo, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, déclare son patrimoine de prise de fonction conformément à la loi qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa prestation de serment devant la Cour des comptes depuis le 8 novembre dernier. Et deuxième titre de ce journal, politique de programmation financière, la gestion de la politique économique 23 fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Elle appelle à une utilisation rationnelle des ressources publiques. C'était au cours de la restitution de ces travaux, des travaux qui ont été présidés par l'Assemblée nationale. On en sait plus avec Abdoulaye Koné. Il s'agit de la première activité de restitution des travaux du programme GPE Abidjan en dehors de ses cadres habituels dans son exercice réalisé à partir des données d'un programme économique et financier réel, la QV 2023, a tiré la sonnette d'alarme lors de la restitution de ces travaux. Le diagnostic a permis de faire ressortir un certain nombre de problèmes socio-économiques. Vous avez vu, on a parlé d'inflation, l'inflation qui reste toujours élevée. Vous êtes sans ignorer qu'on parle actuellement d'inflation importée
liées donc à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sans oublier que nous sommes entourés actuellement au niveau du Sahel par les menaces terroristes. L'étude du groupe GPE 23 a pris en compte plusieurs aspects. Les secteurs réels, les secteurs publics, extérieurs et monétaires ont permis de dresser le diagnostic. Sur les exercices, un expert se prononce. L'exercice qu'ils ont fait, c'est ce que nous faisons chaque année avec le Fonds monétaire international. C'est pour ça qu'il était utile pour nous de leur dire certains éléments auxquels ils n'ont pas prêté attention forcément. De leur rappeler ces éléments-là pour que ça améliore un peu leurs conditions d'apprentissage. Vu la méthodologie qu'ils ont mise en place, etc., il est clair que c'est des personnes, s'ils sont mis en situation réelle dans l'appareil de l'État, feront un excellent travail. Calqué sur le modèle du FMI, le module de programmation financière dispensé au GPE Abidjan appelle à une meilleure pratique des mécanismes macroéconomiques. Le représentant du président de l'Assemblée nationale appelle à mettre en valeur le pôle de formation. La séance de restitution de ce matin nous permet de voir que nous pouvons trouver au plan local et sous-régional une expertise capable de nous accompagner pour relever les défis qui se présentent à nous en matière d'émergence économique et sociale. Le programme GPE Abidjan, un incubateur de compétences en gestion de la politique économique en Afrique, bénéficie de l'appui stratégique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La QV 2023, forte de 44 auditeurs, dont 35 en présentiel, enregistre des impétrants issus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Et à suivre à présent, Madame, Monsieur, ce communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui vient vous rassurer sur la disponibilité du sucre sur le marché et sur le retour à la normale de son approvisionnement régulier sur l'ensemble du territoire national. Des informations supplémentaires sont portées à votre connaissance. Jean-Marc Tchadji. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations qu'en concertation avec les industries sucrières, la campagne sucrière 2023-2024 a été lancée depuis le 22 octobre 2023 avec une prévision de production de plus de 22 900 tonnes de sucre pour le mois de novembre 2023, auquel s'ajoute l'importation de plus de 13 500 tonnes de sucre. Ainsi, c'est au total plus de 36 000 tonnes de sucre qui sont disponibles au cours de ce mois de novembre 2023 pour couvrir les besoins de 27 000 tonnes des populations. Par conséquent, le ministre du Commerce et de l'Industrie rassure les populations de la disponibilité du sucre sur le marché et du retour à la normale de l'approvisionnement régulier du marché sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rappelle par ailleurs aux populations que les prix du sucre restent à ce jour inchangés et sont définis sur l'ensemble du territoire national comme suit. Sucre, granulé blanc, 1 kg. Prix maximum, toute taxe comprise unitaire à Abidjan et environ de 30 km. 760 francs CFA. Sucre, granulé roux, 1 kg. 710 francs CFA. Sucre, morceau blanc, 1 kg. 950 francs CFA. Sucre, sachet blanc, 1 kg. 820 francs CFA. Sucre, sachet roux, 1 kg. 770 francs CFA. Prix maximum, toute taxe comprise unitaire à l'intérieur du pays. Sucre, granulé blanc, 1 kg. Entre 760 et 780 francs CFA. Sucre, granulé roux, 1 kg. Entre 710 et 730 francs CFA. Sucre, morceau blanc, 1 kg. Entre 950 et 970 francs CFA. Sucre, sachet blanc, 1 kg. Entre 820 et 845 francs CFA. Sucre, sachet roux, 1 kg. Entre 770 et 790 francs CFA. Aussi, le ministre du Commerce et de l'Industrie invite les populations à dénoncer tout cas de non-respect des prix via l'application Contrôle citoyen ou le 1343. Les équipes de contrôle du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de sanctionner les pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et d'augmentation injustifiée des prix de vente aux ménages.
Et à côté de ce communiqué, une interrogation dans ce journal, une interrogation d'ordre politique. Que deviennent les alliances politiques tissées autour des législatives du 2 septembre dernier? Alliance PPACI, PDCI, RDA ou encore RHDP, FPI. Une question que s'est posée le service politique de la rédaction. Quels acquis et quel avenir de ce jeu des alliances entre partis et personnalités sur la scène politique ivoirienne? Un dossier signé Alexis Ouedraogo. Que pensent les populations des alliances politiques en Côte d'Ivoire? Les alliances politiques en Côte d'Ivoire, moi je peux les qualifier, dans un premier temps, de tontines politiques. C'est-à-dire quand ça t'arrange, c'est ton tour, tu prends. Ça ne fait que diviser la population que nous sommes. Et puis après, demain, les mêmes qui se sont séparés, ils vont se retrouver 2 ans, 3 ans, 5 ans après, dans un autre groupe encore. Donc franchement, voilà, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Je pense qu'une alliance politique, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Parce que ça permet aux partis politiques de concevoir les mêmes idéologies et soit peut-être même de pouvoir choisir ne serait-ce un candidat. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne initiative. En ce qui concerne les alliances politiques, je dirais que ça marche, mais ça ne se termine jamais. Les gens, ils ont des ambitions qui diffèrent après. Sinon, au début, tout est beau, mais après... Pour Dr Sidiki Bamba, enseignant-chercheur en communication à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ses avis mitigés sont la parfaite lecture de la scène politique ivoirienne. Il y a une prise de conscience de la population quant à la réalité de la politique en train de se faire. C'est qu'avec le temps, on a constaté que les alliances en tant que telles se terminent toujours en queue de poisson. Et ça, c'est dû à un seul fait, c'est que ce sont des alliances électoralistes. Et ce ne sont pas des alliances de projets de société ni de projets de gouvernement. Et la plupart du temps, à froid, quand on fait une analyse, on constate que ces alliances-là sont nouées tout le temps en période électorale. Donc ça rend difficile l'après-alliance. Voilà pourquoi il n'y a pas d'entente véritablement pour aboutir à quelque chose de potable. Pour comprendre le jeu des alliances politiques en Côte d'Ivoire, il faut remonter le temps. Au retour du multipartisme en 1990, la fracture du PDCI-RDA donne naissance au Rassemblement des Républicains RDR, alors dirigé par Djinni Kobena. Ce dernier se rapproche du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo. Nous sommes en 1995. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, justement, quand on rentre dans le multipartisme, c'est à partir de cet instant qu'est née l'idée des alliances. La première que tout le monde connaît, c'est le Front républicain qui avait uni en son temps le FPI d'alors et le RDR d'alors. Donc c'est une forme de stratégie qui existe bien en Côte d'Ivoire, qui véritablement a connu des succès comme des périodes plus ou moins glorieuses. Les élections locales du 2 septembre dernier ont vu la naissance de nouvelles alliances qui ont connu de petites moissons. Sur les municipales, les alliances remportent 8 communes sur 201 pour une seule région sur 32. Dénicasion fait justement partie de ces maires ayant remporté le scrutin avec une alliance politique, notamment celle PDCI-PPACI. En ce qui concerne tous les pleurs, nous nous sommes réellement parlé. Ce qui n'a pas marché pendant les législatives. Qu'est-ce que nous devons corriger et comment nous devons aller? Mais le plus important, c'est quand nous avons gagné, c'est qu'est-ce qui revient à chacun. Pour lui, la confiance est la base du succès des alliances politiques. On peut dire qu'on est d'accord, on va ensemble, mais en réalité, au fond, sur certaines choses, on ne s'est pas entendu. Si ne vous entendez pas sur des détails, mais il va y avoir des trahisons sur le terrain. Pour le politologue Claude Prégnon, ces alliances restent avant tout des associations d'intérêt. L'alliance fait partie des stratégies des partis politiques pour pouvoir accéder au pouvoir. J'entends certains dire que c'est des alliances contre nature, mais d'ailleurs, ils n'ont jamais voulu faire une alliance pour la nature. Ce sont des alliances qui sont stratégiques. Le FPI et le RHDP parlent de partenariat, et donc le mot a son sens. Un partenariat bien exprimé dans le Haut-Sassandra entre le FPI et le RHDP durant les élections locales du 2 septembre dernier qui a abouti à la victoire du partenariat. Ce qui est important, c'est que nous allons d'abord ensemble, parce que les collectivités territoriales, c'est une équipe qui les gère. On peut retenir que le FPI, Haut-Sassandra et le RHDP Haut-Sassandra ont eu un accord politique pour faire une liste commune
pour aller donc à cette élection et la gagner. Alors question, quel avenir pour les alliances politiques en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il est difficile pour un parti seul d'arriver, de remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et c'est là difficile. Parce que quand on regarde la configuration géopolitique de l'électorat ivoirien, celui qui va gagner les élections présidentielles a forcément besoin d'avoir des électeurs un peu partout. Donc, ces alliances-là ont de beaux jours. Moi, je me dis que pour les élections présidentielles, ça va se jouer autour des alliances et de bonnes alliances. Le jeu des alliances politiques continuera assurément de rythmer la scène politique ivoirienne. À l'instant donc, ce regard sur ce que deviennent les alliances politiques, un sujet proposé par le service politique de la rédaction de RTI1. Madame, Monsieur, dans ce journal, une note triste a décédé le 27 octobre dernier en France. La dépouille du célèbre animateur Baba Coulibaly, connu sous le pseudonyme de Baba Cool, est arrivée dans la soirée d'hier jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La dépouille a été accueillie par sa famille, ses amis et collaborateurs, encore sous le choc face à cette disparition. Reportage Khalil Diomandé. La douleur est tout aussi vive comme à l'annonce de son décès le 27 octobre dernier. En provenance de Paris, la dépouille de Baba Coulibaly alias Baba Cool est arrivée dans la nuit de jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les cœurs en lambeaux, proches, amis et connaissances sont encore sous le choc de sa disparition. Comme pour marquer son attachement et sa reconnaissance à celui qui a fait les beaux jours de la télévision nationale, la RTI, avec à sa tête son directeur général Fousseni Dembélé, est bien présente aux côtés de la famille éplorée. Dans cette douloureuse épreuve, point de discours, mais plutôt des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Baba Cool aura passé plus de 20 ans au service de la RTI, d'abord en tant qu'animateur des émissions Maximum, Podium et Ozo Vacances qui lui ont valu sa renommée. Voici le JT de la première, 5, 4, 3, 2, c'est parti avec Grand Laou. Le grand passionné du micro est ensuite promu chef de département programme de RTI1 en 2015. Baba Coulibaly aura donné le maximum pour recouvrer la santé, mais la détermination de la grande faucheuse était plus forte. La date de son inhumation sera communiquée ultérieurement par sa famille biologique. Repose en paix, tonton Baba. Dans l'actualité internationale, conflit russo-ukrainien, l'armée ukrainienne annonce avoir mené une série d'opérations réussies sur la rive gauche du fleuve Dnipro dans la région de Kherson, dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué le commandement des marines ukrainiennes. Des positions qui étaient occupées par l'armée russe. De violents combats se sont donc poursuivis dans cette zone, toujours selon l'état-major de l'armée ukrainienne. Nous sommes vendredi et vendredi, on parle encore plus de sport et c'est dans la page sportive de ce journal et c'est maintenant. Samuel Meitch, bonjour. Un autre vendredi bonjour. Dans votre compagnie et nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes jour de match. Les éléphants de Côte d'Ivoire ce vendredi s'opposent aux Seychelles dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, n'est-ce pas? Effectivement, un rendez-vous important. Bonjour à nos chers téléspectateurs. La Côte d'Ivoire sera face aux Seychelles à 19h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ce stade qui a longtemps donc fait parler de lui et qui va connaître aujourd'hui donc son ultime, on dira, moment de gloire. Parce que justement, il va être testé encore à travers ce match et les éléphants devront faire tout pour composter donc les 3 points de ce match. Jean-Luc Gasset l'a dit, c'est opération 6 points pour les 2 matchs parce que juste après ce vendredi, les éléphants vont croiser la Gambie donc le lundi prochain et puis il faudra faire en sorte qu'après 2010 et 2014, les éléphants puissent participer donc à une autre phase finale de la Coupe du Monde et ils veulent tout mettre en œuvre pour le faire. C'est aussi le cadre donc de mieux préparer cette CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024. Donc ici en Côte d'Ivoire, les éléphants sont à pied d'œuvre pour former le commando capable donc d'aller récupérer cette 3e étoile. Et puis Samuel Meitch, à savoir également, c'est que les supporters membres du CNSE qui ont pris part à une marche pour la paix. Mais oui.
D'ailleurs, donc, depuis le 15 novembre dernier, les supporters regroupés au sein du CNSE ont sonné la mobilisation. Herman Guivet, donc, à l'occasion d'une marche pour la paix reliant Cocody au plateau. Arsène Kouassi nous en dit plus. Ils étaient plus de 1000 participants à prendre le départ de cette marche sportive ce mercredi 15 novembre 2023 à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Dénommée En paix, marchons vers la CAN 2023, cette activité du Comité national de soutien aux éléphants CNSE, présidé par Donis Quadio, a regroupé plusieurs communautés issues des pays qualifiés pour la CAN 2023. Partis du lycée classique de Cocody, les randonneurs ont rallié la commune du plateau en passant par le pont Alassane Ouattara. Le tout couronné par une séance de fitness et de relaxation devant l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Nous voulons que tous les Africains qui sont en Côte d'Ivoire, surtout les pays qualifiés, ensemble, nous mettons main dans la main pour célébrer cette paix parce que la CAN doit se dérouler dans la paix et ça viendra des supporters. Une initiative saluée par le représentant du ministre délégué des Sports et du cadre de vie ainsi que les participants. La Côte d'Ivoire est déjà un pays d'accueil. Je pense que, comme vous le constatez, les autres pays n'auront pas à faire déplacer des supporters. Ils sont avec vous, ils vivent avec vous ici en toute fraternité et vous serez dans les tribunes pour célébrer ensemble la paix. Le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, disait que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous décidons de prendre part à cette belle cérémonie qui va consacrer cette paix aussi bien en Côte d'Ivoire que partout en Afrique. Et il fallait que le Camerounais soit là, que le Cameroun soit représenté pour dire que nous sommes pour la paix. Raison pour laquelle, avec tous nos frères ici en Côte d'Ivoire, nous faisons tout pour partager cette paix. On doit tous prendre part à cette journée de la paix et à construire ensemble une belle CAN en fait, avec une belle représentation de la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de venir pour partager ce moment de paix tous ensemble et quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, on est tous frères, voilà. Prochain rendez-vous au calendrier du CNSE, la remise de kits supporters aux autorités ivoiriennes et l'installation des comités locaux de mobilisation de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2023. Et Samuel, voilà qui confirme bien que le sport est vecteur de paix. Nous avons également la Ligue des champions féminines avec cette finale de choc attendue entre le Mamelody Sundowns et le CS Casablanca. Et oui, il faut le dire. Et à côté donc de cette bonne mobilisation autour des éléphants footballeurs, il faut noter, Herman Guivet, cette mobilisation extraordinaire de population de San Pedro et de Korogo autour de la Ligue des champions féminines CAF. D'ailleurs, nous aurons la finale ce dimanche 19 novembre à partir de 17h donc au stade de Korogo, stade Amadou Gon Coulibaly. Et là-bas, nous aurons l'opposition Mamelody Sundowns, donc Sporting Casablanca du Maroc, un choc que Jean-Sylvain Ressois a décidé de nous présenter. Pour la 3e fois, les Sud-Africaines du Mamelody disputeront la finale de la Ligue des champions CAF. Elles ont eu un parcours sans faute, 4 victoires en 4 matchs pour 7 buts inscrits, 0 encaissés. Les Sud-Africaines se présentent donc comme les favorites de l'ultime duel de la compétition qu'elles livreront contre le Sporting Club Casablanca. Le commando de Jerry Tchabalala espère compter sur le public de Korogo pour remporter le trophée de champion. Merci beaucoup. I love people of Korogo. I love Côte d'Ivoire. Look, there's one thing I like about Korogo. La population de Korogo aime beaucoup Mamelody, c'est ce que nous avons constaté. Nous avons un autre jeu, un autre match en vue et nous comptons toujours sur le soutien de la population de Korogo. En cas de victoire, le Mamelody deviendrait l'équipe la plus titrée de la compétition avec 2 trophées. Cette finale est aussi l'occasion pour le Sporting Club Casablanca qui compte dans ses rangs les Ivoiriennes Kokora Sylviane et Nadège Kofi de laver l'affront de la 2e journée de poule où il avait concédé la défaite 1-0. On est préparé, on est confiant, on est motivé. Forcément, comme toute équipe qui joue ce genre d'événement, on est ambitieux. Dimanche, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, les Marocaines pourraient remporter leur première Ligue des champions et succéder à leurs homologues de l'ASFA, vainqueurs de la 2e édition. Et du cyclisme, Samuel. Oui, du cyclisme avec les amateurs et professionnels vététistes qui étaient du côté des Loca, un village situé donc à quelques encablures de Bingerville, le temps d'une compétition dénommée Yad Tour, une sortie sportive et surtout touristique que nous relate ici Salif Ouattara.
Au moins 300 vététistes ont pris part à la 3e édition du Yatou, un parcours de 41 km réservé à plusieurs catégories de coureurs allant des juniors aux vétérans Master 4. Une compétition à laquelle de nombreux amateurs ont pris part, comme Seydou Soro, cadre dans une entreprise publique qui veut allier VTT et santé. Pour une première, il réussit à terminer le parcours. C'est à refaire parce que j'ai vu une belle ambiance. J'ai vu une bonne mobilisation, j'ai vu un esprit de famille, un esprit de cohésion. Au-delà de tous les bienfaits que le sport nous apporte, il y a aussi ce facteur socialisant. Dans la catégorie élite, c'est le jeune Abdraman Ouedraogo qui s'installe sur la première marche du podium avec un chrono d'1 heure, 29 minutes, 28 secondes. On a gagné même le championnat national à Bofia et aujourd'hui encore Yatou. On a mis une stratégie en place avec l'équipe tout ensemble. Et on a remporté cette course aujourd'hui encore. Satisfaction pour les organisateurs de cette compétition. On est en train de travailler donc, sous la houlette de la Fédération ivoirienne de cyclisme, donc de son président, le président Alakwame, à rendre conforme notre compétition aux exigences de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Donc à partir de l'année prochaine, on va tout faire pour être conforme, pour que cette compétition puisse drainer encore plus de monde. Nous voulons trouver des champions qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à des championnats d'Afrique et puis trouver des champions qui vont participer également aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Nouvelle attraction, le VTT commence à prendre une propension auprès des populations ivoiriennes du fait de son caractère touristique et tonique. On termine avec le rallye, le circuit de l'Agnebi-Tiassa 2023 dévoilé. Ben oui, le comité d'organisation du rallye de l'Agnebi-Tiassa était à la préfecture d'Agoville face à la presse sportive ivoirienne. Objectif annoncer les grandes dates donc, de cette fête mécanique et présenter aussi également le tracé de cette course, la dernière des 4 et 2 roues de la saison. Salif Ouattara a suivi cela pour nous. Voilà. Alors merci à vous Samuel Metch pour toutes ces précisions en rapport avec l'actualité sportive. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver certainement vendredi prochain. C'est clair, et mobilisation à tous les éléphants. Merci, le match c'est ce soir. Alors, merci de votre attention, madame, monsieur. Ce journal est terminé. Dieu garde la Côte d'Ivoire.